C'est l'histoire d'un phénomène de confinement. Une application arrivée en pleine période morose, devenue incontournable pour toute une génération et qui s'est imposée comme l'un des canaux inévitables de communication. Mais c'est aussi l'histoire d'une défiance croissante à l'égard d'un réseau social jugé addictif, accusé de désinformation et même d'espionnage. Could they use TikTok to control data on millions of users? Yes. Un réseau social si critiqué que se pose aujourd'hui la question de son interdiction. We are also going to ban the use of TikTok on government devices. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut d'abord s'intéresser à l'origine de cette application à la croissance record. C'est une plateforme qui initialement était destinée à des contenus plutôt musicaux. Les Musica lit d'ailleurs la toute première version, c'est-à-dire danser, faire des chorégraphies, mimer des paroles d'une chanson, etc. Et puis ça s'est mué finalement en plateforme bien plus généraliste avec une particularité, c'est une popularité absolument incroyable chez les jeunes et même chez les très jeunes. À la fin de l'année 2019, la pandémie de Covid se déclare en Chine, avant de se propager à la planète entière. Vous connaissez déjà l'histoire. Les gouvernements du monde entier vont mettre en place une mesure drastique qui va particulièrement marquer les esprits, le confinement. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Du jour au lendemain, des milliards de personnes se retrouvent enfermées chez elles, laissant les places les plus fréquentées du monde désertes. En un claquement de doigts, nos modes de vie se retrouvent bousculés, notre vision du temps qui passe revisitée. Et c'est pendant cet entracte qu'un acteur venu de Chine se révèle au grand public, TikTok. TikTok était déjà à un début de popularité avant le confinement, avant les confinements en 2020. Mais c'est vraiment ça qui a fait exploser TikTok en Occident, j'ai envie de dire. C'est une application qui pousse quelque part à la créativité. Les comptes qui sont très suivis, on a beaucoup de comptes par exemple humoristiques qui vont réaliser des sketchs chez eux. Et là pour finir, Doudoune carte. Bon, elle est hyper grosse, mais ça va. J'ai fait cuire du pain, ça dit de manger avec des rillettes de canard là. Ça permet de se détendre, de communiquer avec les autres, avec des vidéos qui sont, franchement, il faut le dire aussi, plus créatives que sur les autres plateformes. Parce que l'outil est tellement bien fait qu'il va susciter des vidéos qui vont être extrêmement montées, extrêmement rythmées, extrêmement drôles, extrêmement joyeuses, musicales évidemment. Et donc finalement, c'était un peu l'outil parfait pour le confinement, c'est vrai. Il y a une explosion de popularité pendant le confinement en Occident et donc en France, et aussi une explosion de notoriété, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler très largement de TikTok. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en 2 ans, TikTok est devenu une application que quasiment tout le monde connaît, au même titre qu'Instagram par exemple. Véritable phénomène, TikTok a rassemblé en très peu de temps une énorme communauté. En 2022, il compte 1,7 milliard d'utilisateurs, ce qui le place parmi les réseaux sociaux les plus populaires au monde, derrière Facebook, YouTube et Instagram. Pour fonctionner, TikTok utilise une formule extrêmement efficace. Proposer des vidéos courtes, très courtes parfois de moins d'1 minute, à faire défiler sur son smartphone. Des challenges de danse, des contenus humoristiques, des recettes de cuisine, des tutoriels en tout genre, bref, des vidéos très rythmées, très souvent positives, qu'on se retrouve rapidement à regarder plusieurs heures d'affilée. Une des premières spécificités de TikTok par rapport aux autres réseaux et qui l'a un peu distingué, c'est le fait que ce soit des vidéos courtes et en plus qui nous arrivent une par une à l'écran. C'est-à-dire qu'on a une charge cognitive qui est vraiment très faible. L'intérêt de la vidéo arrive très vite, parce que vu que c'est des vidéos très courtes, c'est pas comme s'il y avait une intro de plusieurs minutes pour nous mettre dans le bain. C'est un format qui marche bien et du coup qui a inspiré d'autres plateformes comme YouTube ensuite a sorti ses Shorts, Instagram a sorti Reels. La plateforme de vidéo voit émerger des têtes identifiées à l'application. Nouvelle génération d'influenceurs. Elle permet aussi de belles histoires, comme celle d'Arthur. Moi, je m'appelle Arthur Bocheron, j'ai 20 ans et je suis créateur de contenu sur les réseaux depuis 2020 maintenant. Sur TikTok, Arthur raconte son quotidien en fauteuil roulant. Porté par l'engouement pris par son compte, qui affiche aujourd'hui plus de 800 000 abonnés, il utilise la plateforme pour donner une autre voix, montrer un autre visage du handicap.
J'ai découvert TikTok, en vrai, je pensais que c'était une application un peu superficielle où voilà, c'était que des gens beaux dans la norme de la beauté de la société. Enfin, voilà. Et du coup, moi, je me voyais pas trop dessus de base. Et donc, c'est arrivé pendant le confinement où j'avais regardé toutes les séries possibles et inimaginables. J'arrêtais pas d'appeler mes amis, j'avais plus rien à faire. Et je voyais que TikTok, ça commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, il y a un truc à faire. Donc j'ai commencé à poster des vidéos qui n'avaient rien à voir avec mon handicap. Et on a commencé à voir forcément sur les vidéos, je peux pas trop le cacher, que je suis en fauteuil. Et donc on a commencé à me poser des questions. Comment tu fais pour aller à la piscine qu'on voit juste derrière toi? Comment tu fais pour prendre le train, prendre l'avion? Et c'est là que j'ai commencé à répondre à ces questions-là. Mon fauteuil, il peut aller en France à 10 km/h à peu près. Et en fait, ça dépend de chaque pays parce que chaque pays a des lois. Donc si je ne me trompe pas, ici c'est 10 km/h. Ça a commencé à prendre de l'ampleur et ça a intéressé beaucoup de gens, et en particulier beaucoup de jeunes. Donc je trouve ça bien et ça a montré la désinformation des jeunes à ce sujet-là. Comme Arthur, énormément de personnes ont appris à découvrir TikTok à partir de 2020. Aujourd'hui, 15 millions de Français utilisent l'application au moins une fois par mois. Un public nouveau, cible privilégiée des marques et des annonceurs. On a eu un premier palier de croissance du revenu publicitaire de TikTok, vraiment autour de l'année des confinements en 2020. Cette année-là, on a eu 500% de croissance par rapport à 2019. Et par la suite, ça n'a fait évidemment que croître. Aujourd'hui, TikTok est un acteur majeur de la publicité en France et dans le monde. En 2022, TikTok, c'est plus de 11 milliards de dollars de revenus publicitaires. D'ici à 2024, on attend un doublement du revenu publicitaire généré par TikTok au niveau mondial. Ça s'explique notamment par un report des budgets, notamment des marques qui vont abandonner certains réseaux sociaux et se déporter sur TikTok parce qu'il est plus populaire. Plus étonnant, les politiques aussi y ont vu un public à séduire. Nombre d'entre eux ont saisi l'importance de figurer sur TikTok pour communiquer avec une génération ultra connectée. Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et même Emmanuel Macron. Tous s'y sont essayés, certains avec succès. D'autres, peu adeptes des codes de la plateforme, avec moins de réussite. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marianne Chapa et j'arrive sur TikTok. Pour afficher des chiffres pareils, c'est qu'on doit en passer du temps sur l'application. TikTok a cette capacité à nous retenir d'abord, mais ça c'est vrai pour Internet d'une manière globale, ce sont des images. Les images ont un pouvoir de captation et je dirais d'émergence des émotions avec beaucoup plus de puissance pour dire les choses que lire. Et c'est là que TikTok est très très fort. Tout dans l'application est fait pour nous captiver dès son ouverture et nous retenir le plus longtemps possible. Tout le design de l'application est pensé pour nous faire rester un maximum de temps dessus. On remarque que par exemple sur TikTok, l'heure n'apparaît pas. La barre en haut noir dans laquelle normalement on voit l'heure et la batterie du téléphone disparaît pour qu'on soit complètement absorbé dans l'expérience et on oublie de penser à autre chose. On ne voit plus ce qu'il y a autour de l'écran, c'est vraiment le contenu, uniquement le contenu. Et quand on va passer d'un contenu à l'autre, contrairement à d'autres applications, on a des informations en plus, les commentaires, etc. Là, quand on passe d'un contenu à l'autre, ça se fait tout seul. Et finalement, même s'il y a un contenu qui nous plaît moins, on passe au suivant et on ne va pas s'en apercevoir. Et donc finalement, le nombre de contenus qu'on voit est extrêmement important. Le fonctionnement de TikTok est basé sur le snacking, le grignotage d'informations, le fait de passer rapidement d'un sujet à l'autre. Et donc, contrairement à YouTube, sur TikTok, comme on passe très très rapidement d'une vidéo à l'autre, on va donner une multitude d'indications, d'indicateurs concernant nos intérêts à la plateforme. Et elle va très très vite pouvoir nous profiler, entre guillemets, et savoir ce qui nous plaît moins, et où nous mettre dans les petites cases pour savoir quel type de consommateur on est. Pendant qu'on utilise l'application, on a toutes sortes de données comportementales et sur nos centres d'intérêt qui vont être collectées. Et l'algorithme va ensuite utiliser ces données comportementales pour sélectionner les vidéos qui vont avoir la plus forte probabilité de nous garder engagés. En France,
un élève de CM1 sur 2 a déjà un compte TikTok, selon une étude de l'association Thémis. Une audience extrêmement jeune qui soulève une question importante, celle du temps passé sur l'application. Je suis vraiment H24 je suis sur TikTok, donc vraiment c'est une gogolerie. Je reste pendant des heures. Je suis en train de scroller comme ça. Des fois, je me dis que je prends beaucoup de temps à passer sur TikTok. J'étudie pas assez après. Je peux vite être distrait. Selon l'organisme Custodio, les mineurs passent en moyenne 1h47 par jour sur l'application. Le fait que TikTok soit potentiellement une arme de distraction massive, c'est une réalité. Et d'autant plus, en effet, chez des jeunes mineurs, c'est-à-dire sur des grands enfants. Et il est évident que, au fond, il y a ce piège un petit peu, c'est-à-dire qu'on est dans cette société de la rapidité. Internet est venu complètement, quelque part, remettre en question l'histoire du temps. Cette sorte de contraction d'espace-temps propre à Internet, finalement, TikTok en a fait sa marque de fabrique. Et là, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir des effets assez destructeurs, c'est-à-dire notre capacité à supporter la frustration, à nous concentrer, tout simplement quand on écoute un prof, par exemple. Son algorithme est reconnu par tout le monde comme étant extrêmement addictif, beaucoup plus addictif que les autres, et beaucoup d'associations de parents nous ont contactés quand ils ont appris cette commission d'enquête pour nous dire oui, il faut absolument, réglementer ce système parce que nous, on en a assez que les enfants passent la nuit sur leurs appareils et le lendemain ne travaillent pas en classe. Ce qui est vrai, c'est que, parce que moi-même, j'ai pu regarder TikTok, on ne voit pas le temps passer. Et là, il se pose une autre question, c'est qu'on se retrouve dans un autre temps, qui est celui de TikTok, mais qui est celui aussi peut-être d'une forme de plaisir. Il y a quelque chose d'un peu destructeur, mais qui est comme une sorte qui vient en télescopage avec une considération plus complexe de notre société, qui s'est un petit peu narcissisée. Cette pathologie narcissique est une pathologie qui a du mal à faire avec la frustration et avec le temps qui passe. Le souci, c'est que les contenus poussés par TikTok auprès des enfants sont régulièrement négatifs. En 2021, le Wall Street Journal publiait une enquête mettant en avant une des grosses dérives de l'algorithme de TikTok, le phénomène de bulles. Les bulles algorithmiques, c'est un phénomène qui a été décrit depuis longtemps sur les réseaux sociaux pour décrire le fait que la plateforme garderait, créerait des caisses de résonance sur certaines opinions et nous garderait enfermés sur une opinion particulière. Il y a aussi le fonctionnement de l'algorithme de TikTok qui est extrêmement pointu, c'est-à-dire qu'il va analyser que si on passe 1,2 seconde sur une vidéo et 1,6 seconde sur une autre, c'est qu'il y a quelque chose qui est meilleur dans l'autre et va ensuite s'améliorer pour nous proposer des vidéos extrêmement pointues. TikTok, j'ai envie de dire que c'est vraiment ça, mais poussé à l'extrême. C'est l'algorithme de recommandation poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'on va s'enfermer dans des domaines, dans des grands thèmes et on ne va avoir que ça. D'ailleurs, TikTok en a bien conscience parce que là, depuis quelques semaines, il propose même un bouton pour remettre à zéro ce filtre si on a envie d'essayer de passer un peu à autre chose. Là où il y a du danger au niveau de ce qu'on appelle parfois le rabbit hole, c'est-à-dire le trou du lapin où on se ramène dans vraiment des intérêts niches et extrêmement spécifiques. C'est dangereux à la marge pour un petit groupe d'utilisateurs qui a tendance à être un peu plus vulnérable parce qu'ils sont dans un moment difficile de leur vie, qu'ils n'ont pas forcément une communauté autour d'eux, où là d'un coup on va les emmener sur du contenu qui va être potentiellement radicalisant ou polarisateur, ou alors même qui peut les amener vers une dépression ou quelque chose comme ça. Avec ces bulles, TikTok est accusé d'avoir un impact néfaste sur la santé mentale des jeunes, les enfermant dans des boucles de vidéos dépressives, sexualisantes ou encore traitant du suicide. I want to share the story of Chase Nasca, a 16-year-old boy from New York who tragically ended his life a year ago by stepping in front of a train. I want to thank his parents for being here today and allowing us to show this. Mr. Chu, your company destroyed their lives. The content in Chase's For You page was not a window to discovery, as you boldly claimed in your testimony. His For You page was sadly a window to discover suicide. Mr. Chu, please, your technology is literally leading to death. Mr. Chu, yes or no,
Do you have full responsibility for your algorithms used by TikTok to prioritize content to its users? Yes or no, please? We do take these issues very seriously. Yes or no? And we do provide resources for anyone who types in anything that Sir, is suicide yes or related. no? I see you're not willing to answer the question. Outre son potentiel addictif, TikTok alimente la controverse sur un autre sujet. Et si, à l'image de la légende du cheval de Troie, l'application servait au final d'arme pour le gouvernement chinois? Depuis plusieurs mois, TikTok est en tout cas montré du doigt pour l'usage qu'il fait des données personnelles collectées. TikTok, poses a problem and an issue. And so we have concerns about that as it relates to Americans' data, collecting Americans' data, and the potential national security risk. And we've been very, very clear on that. Something that's very sacred in our country, the difference between the private sector and the public sector, that's a line that is non-existent in the way the CCP operates. Il y a plusieurs problèmes sur TikTok. Il y a deux grands problèmes. Un, c'est l'influence, c'est-à-dire justement, on parlait de ces algorithmes de recommandation. Finalement, qui décide de ce qui est recommandé, notamment qui décide de ce qui est recommandé à des millions de jeunes utilisateurs de TikTok, sachant que TikTok appartient en partie à une entreprise et à des fondateurs chinois. Il se trouve qu'en 2017, est passée une loi qu'on appelle la loi sur le renseignement en Chine et qui stipule que pour toute personne physique ou morale chinoise, le travail de renseignement est un devoir en dehors des frontières géographiques du pays. C'est-à-dire que si jamais le gouvernement chinois demande à un individu ou à une entreprise de lui faire part de données qui pourraient être considérées comme participant au travail de renseignement, cette entreprise ou cette personne devra le faire. Au niveau des données qui sont captées, TikTok comme Facebook ou Instagram en collectent vraiment tout ce qu'ils peuvent. Quand on regarde les conditions d'utilisation de ces plateformes, ils vont bien évidemment capter la géolocalisation, garder l'adresse IP et y associer aussi toutes ces données comportementales d'utilisation. Elles sont stockées aujourd'hui sur des serveurs qui sont à la fois basés localement en Europe mais aussi également en Chine. Aujourd'hui, TikTok collecte énormément de données personnelles. Alors, il y a des données très basiques, notre nom, notre mail évidemment, mais il y a aussi des données beaucoup plus sensibles sur nos goûts. Si on regarde certaines vidéos TikTok, peu importe le sujet, mais ça peut en dire long aussi sur nous, ce qui peut être un moyen de pression aussi derrière, si on parle d'un journaliste, d'un militant, d'un politique. Et on voit bien là l'enjeu que ça peut poser, alors pour des États européens, mais également pour les États-Unis, qui sont dans une guerre commerciale avec la Chine depuis un certain temps. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible que le gouvernement chinois influence d'une façon ou d'une autre ce qui est montré à des millions d'utilisateurs français, mais ce qui est montré aussi à des millions d'enfants français, européens, occidentaux? L'une des difficultés que rencontre TikTok face aux législateurs, c'est la présence au sein du conseil d'administration de sa maison mère ByteDance d'une cellule du Parti communiste chinois. Une condition inévitable pour toute grosse entreprise chinoise afin que sa ligne directrice ne s'éloigne pas outre mesure des intérêts du gouvernement communiste. TikTok nous suit comme Facebook, comme Google, mais sur tous les sites qu'on consulte. Or, ces informations, ce qu'on sait, et TikTok l'a admis, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2022, c'est que des salariés de TikTok basés en Chine ont accès à ces informations. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve qu'il y a de l'inférence directe de la part du Parti communiste chinois sur le contenu qui est promu ou censuré, ou c'est-à-dire par censuré, je veux dire modéré sur TikTok. Aujourd'hui, la Chine de Xi Jinping tient son empire technologique d'une main de fer et qu'on peut très bien imaginer qu'il cherche à exercer des influences sur la ligne éditoriale de modération de TikTok. TikTok promet que ces informations seront bientôt stockées localement en Europe, etc. Mais en fait, ça ne change rien, parce que même si elles sont stockées en Europe, ces informations, elles resteront accessibles depuis la Chine. TikTok ne veut pas s'engager, pour le moment, à ne plus rendre ces données accessibles en Chine. Le problème, c'est qu'on sait qu'une fois que ces données sont accessibles en Chine par des salariés chinois, on sait qu'il y a une porosité qui est totale entre
les salariés chinois et le Parti communiste chinois. TikTok a essayé de montrer patte blanche, si j'ose dire, en expliquant que non, l'application était sûre, que les données ne seraient pas transmises, etc. Restent les problèmes d'anonymisation des données et de RGPD. Bon, c'est bien, merci, mais pas considéré comme suffisant pour une raison qui est que TikTok reste la propriété de ByteDance, donc qui est une société chinoise, et que quand il leur a été posé la question de savoir si, par exemple, à un certain niveau de responsabilité, des membres de ByteDance pouvaient avoir accès aux données de TikTok Amérique. Eh bien oui, ils peuvent y avoir accès. Il y a eu d'ailleurs par le passé, au tout début de TikTok, il y a eu des documents qui ont été leakés, qui ont fuité en 2020, où on voyait que les modérateurs avaient pour instruction de modérer les vidéos qui faisaient référence aux manifestations de la place Tiananmen. Donc ça, c'est des instructions de modération qui ne sont en théorie plus en place aujourd'hui, en tout cas d'après ce que dit la plateforme, et on trouve aujourd'hui sur TikTok du contenu qui fait référence à la place Tiananmen, mais le risque que ce genre d'influence se reproduise n'est pas nul. Si vous laissez la porte ouverte, il faut savoir qu'il y a un risque de cambriolage. Là, c'est pareil, vous avez une porte ouverte du gouvernement chinois sur les données personnelles et sur les bouts vraiment parfois intimes de millions d'Européens. La question, c'est est-ce qu'on laisse cette porte ouverte ou est-ce qu'on ferme cette porte ? Ce droit de regard cristallise les tensions d'une partie des pays occidentaux à l'encontre de TikTok et de sa maison mère, ByteDance. L'escalade est telle que l'application est désormais blacklistée dans de nombreuses institutions et gouvernements. Les États-Unis, le Canada, la Commission européenne, le Parlement européen, le Danemark ou encore le Royaume-Uni, tous ont imposé à leurs fonctionnaires l'interdiction d'installer le réseau social venu de Chine sur leur téléphone professionnel. We are also going to ban the use of TikTok on government devices. We will do so with immediate effect. Our concerns around TikTok are around security and access to information that the Chinese government could have to government phones. It's just a personal side benefit that my kids can't use TikTok anymore that I recommend everyone to use my encouragement to try and do. Le motif de cette décision est simple. Empêcher l'envoi de données potentiellement sensibles à un pays avec qui les échanges sont compliqués. Et ce, dans un contexte géopolitique tendu, électrisé par la guerre en Ukraine. C'est cet enjeu d'opacité, cet enjeu géopolitique global et de règles, de lois sur le renseignement qui fait monter, si vous voulez, beaucoup de tensions, alors qu'on est dans une période et dans un contexte géopolitique, je ne vous apprendrai rien, qui est plus que tendu et qui s'est notamment encore cristallisé autour des différents éléments que l'on a pu voir avec bien le conflit qui oppose l'Ukraine qui résiste à l'invasion russe lancée depuis février et la Chine balancier qui est dans une relation assez proche de la Russie quand les Occidentaux soutiennent l'Ukraine. Face à ces accusations, TikTok contre-attaque. Le 23 mars, le PDG de l'application, Shou Chew, était auditionné par le Congrès américain. Il était venu défendre, non sans difficulté, les intérêts de la plateforme. Can you say with 100% certainty that ByteDance or the CCP cannot use your company or its divisions to heed content to promote pro-CCP messages for an act of aggression against Taiwan? We do not promote or remove content at the request of the Chinese government. The question is, we will replace. The question is, are you 100% certain that they cannot use your company to promote such messages? It is our commitment to this committee and all our users that we will keep this free from any manipulation by any government. Pour défendre l'image de TikTok, il a en plus pu compter sur le soutien d'une dizaine de créateurs de contenu venus manifester. A ban on TikTok would be devastating to not only my community of parents and people that follow me, but also the millions of other communities that I know TikTok has helped develop, and the people who have found a safe place to express themselves through this platform. En France, pour faire la lumière sur l'impact et le risque de TikTok, une commission sénatoriale a vu le jour, à l'initiative du sénateur de l'Allier Claude Maluret. Elle a débuté ses travaux le 13 mars dernier par une audition de Marc Fadoul et devrait aboutir à des recommandations concernant l'encadrement de TikTok. Pénétrer à l'intérieur de l'algorithme, pénétrer à l'intérieur de l'ensemble des secrets d'entreprise, je ne me fais pas d'illusions. Notre commission d'enquête est française, elle peut convoquer qui elle veut, n'importe quel Français ou n'importe quelle personne travaillant en France. Elle peut l'obliger, c'est ce qui est d'ailleurs le cas pour tout le monde, à témoigner sous serment. Elle peut faire des vérifications sur pièce.
des contrôles sur pièce ou sur place, mais elle n'a absolument pas le moyen d'aller à Pékin ou à Shanghai. On n'est pas un service de renseignement et on fera ce qu'on pourra. Et notamment, ce qui nous importe, c'est de savoir si en France, les problèmes qui sont posés actuellement sont réels, et au cas où ils sont réels, comment les résoudre. C'est un peu le Far West aujourd'hui, les plateformes. Et par conséquent, il faut réglementer ça, notamment parce que le public est fragile, notamment parce que la confidentialité des données est quelque chose d'extrêmement important. Quand on regarde la situation froidement, on a une application qui est utilisée par des enfants, par des ados, dont les données personnelles les plus intimes peuvent potentiellement remonter à une puissance étrangère et qui peut être potentiellement influencée dans ce qu'elle affiche à nos enfants, à nos ados, par une puissance étrangère. La question, c'est de savoir est-ce que c'est responsable de laisser cette application ? C'est pas évident. Je pense qu'on pourrait sérieusement se poser la question de l'interdire, ça c'est clair.